Avertissement. Ce que vous allez entendre en introduction a été fait à l'insu du plein gré des invités de ce podcast, et n'est que la conclusion d'une longue série d'introductions s'étalant sur toute une saison. Sachez qu'aucun membre de la garde de nuit n'a été blessé lors du tournage. Enfin, par mesure de sécurité, éloignez les enfants et ne faites pas ça chez vous. Ces cascades ont été exécutées par des professionnels. Par les moustaches de Célise Babar, on se les pèle ici. Alors voilà, tout le monde part en vacances, tout le monde fait le pont, hein, et moi, je me retrouve à faire le piquet en haut du mur. Un vrai Stanis, toujours là où le fun est mort. Franchement, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Bon d'accord, ok, hein, j'ai peut-être mis quelques points en trop à Daemon en récluromètre, mais bon, la présidente a dit il faut faire de l'audience. Maker. Oui, bien sûr, ça vaut pour nous deux, Babar. T'inquiète pas, je te compte aussi dans le lot de ceux qui sont condamnés à subir ce diktat de la pensée stanicienne triste. Maker. Non, mais ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne pêche, comme dirait l'autre. Et avec ça, du soleil dans nos petits cœurs gelés. Maker. Qu'est-ce que t'as été excité comme ça, toi tu crois qu'il y a quoi, là-bas un sauvageon? Bah non. Depuis la saison 8, on n'en voit plus un seul. Même pas de quoi jouer au Recon en les faisant courir en ligne droite et en leur jetant des flèches. Oh, bon sang, mais t'as raison, Babar. C'est Chris, là-bas. Chris, qu'est-ce que tu fais là, mon vieux? Maker. Attends, Eridan, ma vie est fichue. Je voulais faire des intros pleines d'humour, mais le monde se goraphise. Le monde est nul. Plus rien me retient. Je vais sauter. Ouais, non, mais enfin bon, Chris, les intros, c'est pas le monde non plus. Maker. Oui, mais c'était le mien. Écoute, je voulais faire une blague disruptive parce qu'apparemment, il en faut. Eh ben dis-toi, la radio l'a faite avant moi. Écoute plutôt. Faute d'avoir retrouvé le document dans les archives de la citadelle, ce que vous allez entendre a entièrement été retourné par les services de reconstitution de la chandelle de verre. Mais sachez que ce spot publicitaire a bel et bien été entendu sur les ondes radiophoniques françaises en mars 2023. Quelle a été la vraie vie de Jésus? À Nazareth, au début de notre ère, deux jeunes enfants jouent dans la rue. Mamzer, lance-t-il à son camarade. Bâtard! Personne dans le petit village de Nazareth n'ignore que Marie a fauté avec un légionnaire romain. Suivez l'étrange odyssée du Christ dans les pas de Métin Arditi, dans Le bâtard de Nazareth, édité chez Grasset, un livre France Inter. Bah, ça alors. C'est vraiment très en vogue d'être un gros bâtard en ce moment. Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus pour introduire les invités et le sujet du jour maintenant? Non, j'ai plus qu'à jouer à Buzz l'éclair en haut du mur en espérant être un jouet et ne plus jamais rien ressentir. Non, attends, Babar, attaque feu noir. Adieu la vie. Tu étais douce et soyeuse comme le poil de Jorah Mormont. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rendre mon dernier calici. Ça a pas l'air de marcher. Babar, qu'est-ce qu'on fait? Maker. Je sais. Mets cette chandelle derrière moi, là, du crottin de mulat. C'est dégueulasse cette merde. Ce goût, ça... Oh, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour sauver un pote? Maker. Foutez-me-la au cul, v'là le régicide. Merde. Bouche à merde, c'est toi? Oui, merde, c'est moi, le grand bouche à merde. Et t'as cru que t'allais crever sans avoir compté ma légende sur 10 podcasts? Merde. Allez, Zou, retourne poser ton cul derrière un micro, ou je te mets la tête sur une pique directe et puis pouf, dans mon cul. Je suis indigne d'une telle tâche, grand bouche à merde. Tu parles. Oui, moi, tu crois que je suis quoi? Juste un troufion qui passe pour un héros en te sauvant la vie? Est-ce que c'est vérité? Seul Renard le sait. Alors, arrête ton char, mon canard, et passe la seconde, enfin, un truc du genre. Oui, grand bouche à merde, je serai ton humble serviteur, et je vivrai pour ça. Mésopotamie. Oh, c'est pas dommage. Bon, Chris, je crois que t'as des invités qui t'attendent en bas, hein? Oh, Eridan, c'était merveilleux. J'ai vu le grand bouche à merde. Bouche à merde me connaît. Ouais, ça, c'est ça. Et il te sait juste parmi les justes, Chris. Allez, maintenant, d'écart. Ou bien William Blanc va se transformer en bonhomme de neige. Eh ben j'y vais alors. À plus.
Maïkar. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les copains quand même. La prochaine fois, je me travestirai en Bracken, ça ira plus vite. Allez, viens, Babar. La ronde est pas finie et j'ai qu'une envie, c'est de me laver les dents au feu grégeois. Maïkar, Maïkar, Maïkar. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur. Aujourd'hui, nous allons élargir un petit peu l'horizon gris et terne qui nous guette depuis notre gros bloc de glace. Nous allons quitter un petit peu le Westeros du 3e siècle après la conquête et nos amis les Feux Noirs qui nous auront occupé tout de même une bonne partie de l'année. On va quand même rester dans la thématique puisqu'on va causer bâtards et bâtardes. Mais cette fois, nous allons plus largement piocher dans la fantaisie et le Moyen-Âge européen. Pour ce faire, j'ai à mes côtés celle qui a délaissé son pseudo d'Aurélie Passy de la dernière fois pour retrouver sa casquette d'aficionados de la garde de nuit. Salut Babar des Bois. Hey, bonjour. Elle sera donc notre caution Martine pour la durée de cet épisode. À ses côtés, Marie-Lise Fier, docteur en histoire médiévale qui a travaillé sur la figure du bâtard au Moyen-Âge, entre autres. Bonjour. Autour de la table, nous avons également le plaisir d'accueillir Fabien Serrouti, auteur de la saga du bâtard de Kosigan. Bonjour. Et je pense ne pas me tromper si je dis que tu as une formation en histoire. Une petite formation. J'ai eu l'agrégation. Et des bases. Enfin, Atlas but not least, je ne sais jamais comment on utilise exactement cette expression, mais nous avons à nos côtés William Blanc. Bonjour. Universitaire également, à qui on doit la réédition de son ouvrage Winter is Coming, tout récemment. Ensemble, nous allons décrypter un peu ce qu'est un bâtard sur le plan historique, mais aussi et surtout en fantaisie et dans le légendaire qu'on trouve autour de tout ça. Et nous allons voir également comment notre bon vieux Gregre Martin s'inscrit à l'intérieur ou à l'extérieur, on verra bien. Petit aparté avant de commencer, sachez qu'il y a des livres à gagner dans cette émission par le biais du petit formulaire que vous trouverez en description, en l'occurrence des ouvrages de William Blanc et de Fabien Serrouti. Ouvrage dédicacé, attention. Avec un Voilà. Fabien, je sais que Fabien ne dédicace pas parce qu'il a une voilà quoi, c'est quelqu'un qui traite mal son lectorat, mais moi je dédicace. Moi, je n'hésite pas à dédicacer les livres de William. s'il le faut. Ah, c'est pas mal. Ouais. Je le savais, c'était toi. Donc voilà, ça sera à gagner avec un petit mot magique qui sera donné en cours d'émission. Avant d'attaquer à proprement parler le sujet, une petite question qu'on a l'habitude de poser à nos invités. Est-ce que vous avez un personnage du Trône de Fer préféré ? On peut cher. Alors là, donc c'est La question bien la question, bienvenue. la question qui tue. La question qui tue. Non mais c'est non mais ça, alors là tu vois c'est le grand blanc en fait. Hein, je sais pas, c'est sans vouloir faire de jeu de mots. Non, c'est le grand William Blanc. Voilà, Ouais, tout à c'est fait. Non mais c'est vraiment c'est vu que c'est en plus c'est un roman choral et tout. Là c'est quand même compliqué. Il y en a quand même plein qui sont hyper sympas, quoi. Enfin, moi, il y en a au moins 2, 3 que j'aime beaucoup. Alors, sauf que moi, j'ai un problème depuis la fac avec les noms. Donc, Donc j'aime voilà. bien Conan la barbare, c'est ça. C'est celui-là. Donc j'aime bien le frère de la reine, là. Comment il s'appelle? Vous allez me J'ai dire mis ça. la Lister. Ah, j'allais dire c'est un aussi. Bah oui. C'est un test. J'aime Et, bien le chevalier aux oignons, mais je sais pas comment il s'appelle. Davos Merveau. Davos, voilà. Et ben j'aime bien aussi le personnage un peu principal, celui qui a les cheveux bruns fous, un peu fou, bâtard et qui est vachement beau. Ah, Jon Jon Snow. Jon Snow, du coup. Va falloir qu'on se concerte sur la question du vachement beau, mais bon. Ouais, si quand même, je pense que En mode chien battu. Ouais, voilà. Il n'est pas aussi beau que William et moi, mais bon, il est pas mal. Ça c'est sûr. Hein. Chris aussi, et toi, quand même classe. Et toi, Marie-Lise, est-ce que tu as un personnage préféré, même si tu n'as lu que le tome 1 ?
Alors moi, de toute façon, une fois qu'ils sont bâtards, je les adore tous. Bah, c'est très bien, on a convoqué les bonnes personnes pour notre thématique du jour, puisqu'on va causer bâtardise. Bah justement, puisque tu as la parole, Marie-Lise, d'où ça vient ce mot bâtard, justement? Alors bâtard, c'est un mot qui est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas trop d'où il vient, en fait. Étymologiquement parlant, il apparaîtrait vers le 10e, 11e siècle. Donc bastardus en latin. Mais finalement, il est surtout utilisé à partir du 14e siècle. Et en fait, on ne sait absolument pas d'où il sort. Alors, il y a plein d'hypothèses. Et parmi ces hypothèses, enfin, il y a plein d'hypothèses. Il y en a au moins 2 grandes hypothèses. Il y en a un peu plus, en fait. Ce pourrait être un mot à la base germanique qui pourrait désigner peut-être un mariage avec une femme de rang moins élevé. Et en fait, il y a une autre théorie. Ce serait en fait une dérivation du mot bas, qui est la pièce de bois portée sur les épaules des bêtes de somme. Et donc le bâtard serait le fils de celui qui a porté le bas, c'est-à-dire celui qui a été en fait soumis au bas, qui serait en fait ses pulsions sexuelles. Bon, ce qu'on sait surtout, c'est que c'est un terme générique au Moyen-Âge et qu'il se diffuse tellement en fait dans l'Europe, en Europe médiévale, qu'il n'est pas forcément péjoratif. Très bien. Moi, j'avais vaguement souvenir que du coup, basse avait dérivé en baste, qui était plus ou moins la selle, quelque chose comme ça, et que globalement, c'était les chevaliers quand ils faisaient des chevauchées, qui évidemment, comment dirais-je, se comportaient pas forcément bien avec les filles locales, et que ça pouvait donner des enfants qui étaient du coup des bâtards. Et dans le même ordre d'idée, sur l'idée de la selle, je sais que vers le 9e, je crois que c'est 9e siècle, Louis le Pieux, il avait réintroduit un crime d'adultère et de fornication, et la punition, c'était de se mettre une selle sur le dos, donc un baste sur le dos, quand on allait forniquer en dehors de son couple. Et donc on avait un bâtard, on mettait une selle sur son dos, et la femme plus ou moins adultère venait sur la selle, et le type devait marcher à 4 pattes comme ça, sur une certaine distance, avant d'être fustigé pour ce crime entre guillemets. Donc il y a aussi ces éléments-là qui peuvent être, parce qu'effectivement, tu as tout à fait raison, il y a il y a au moins plusieurs possibilités sur l'origine de bâtard. Aurélie, Babar. Ouais, et j'avais une question aussi par rapport au terme de enfant naturel qu'on trouve aussi en fait, qui a une utilisation. Alors pour le coup, chez George Martin, on a les deux, on a bâtard ou enfant naturel qui est utilisé. Du coup, pour savoir s'il y a une différence et à quel moment on a ces termes-là. Alors la bâtardise, on va dire que c'est un état social, c'est-à-dire que ça caractérise un état social. C'est-à-dire la personne qui vit et a un état qui est celui de bâtard ou pas. Enfant naturel, c'est un petit peu différent, ça caractérise la naissance de la personne, ou la qualité de la naissance de la personne. Et en fait, on a en gros 2 grandes catégories qui sont mises en place à partir du XIe siècle à peu près. Donc le XIe siècle, c'est la période de la réforme grégorienne. On va avoir les enfants naturels et légitimes, ça veut dire qu'ils sont issus de la nature, mais en plus, ils sont légitimes du point de vue du droit humain. Et on va avoir les enfants naturels, qui sont seulement issus de la nature, de la génération. Et donc, du coup, ils ne sont pas légitimes du point de vue du droit humain. Autrement dit, ils ne sont pas nés d'un légitime mariage, tel que l'Église l'entend. William ? C'est très intéressant ce que tu dis en fait, parce que tu notes bien en fait, donc dans tout ce que tu viens de dire en fait, que en gros l'apparition de ce phénomène de la terminologie, c'est 10e, 11e siècle, et en fait c'est la mise en place du féodalisme, notamment de la question du droit d'aînesse, des choses comme ça. Et juste un tout petit rappel, un tout petit retour en arrière, parce que c'est une période qui est intéressante. Et moi j'aime bien en plus, il faut penser qu'à l'époque des premiers rois francs, de ce qu'on appelle les mérovingiens, la notion de bâtardise, peut-être que quelqu'un me corrigera en fait, mais elle n'existe pas en fait. En tout cas, il est
courant que les rois mérovingiens aient aient plusieurs épouses, voilà quoi, donc et plusieurs enfants avec plusieurs épouses, ce qui pose de légers problèmes après de succession, voilà, parce que ça part quand même bien en sucette, voilà, dans les successions du regnum, enfin dans ce qu'on appelle le regnum francorum et tout, donc voilà, en plus les territoires doivent être partagés entre les enfants, avec toutes les catastrophes et puis les conflits qu'on connaît, notamment après le plus connu étant la succession du fils de Charlemagne, Louis le Pieux, où là ça part vraiment en sucette en fait, hein, voilà. Donc, Et des problèmes d'épouses qui de plusieurs passent à une. On connaît bien dans le trône de fer un babar. Bah ouais, nous, il y a justement avec du côté des Fernets, en fait, qui est cette espèce de région un petit peu, enfin, qui reprend tout l'imaginaire viking, de pillage, etc. Où justement, alors, il y a un système de polygamie, alors, avec des enfants qui sont issus d'autres mariages qui sont un petit peu moins en termes de droits, enfin ils sont un petit peu inférieurs aux autres, mais quand même, on a donc l'épouse principale qui s'appelle la femme... Ah, j'ai perdu, voilà. Bon, je vais passer directement aux épouses secondaires. Les épouses secondaires qui s'appellent les femmes selles, en fait, qui sont des épouses qui sont prises des pillages, et les enfants qui sont issus de ces pseudo-mariages, en fait, sont appelés des enfants selles. Et ils portent le nom de leur père, ils peuvent hériter, et éventuellement, c'est pas toujours le cas, ils peuvent hériter, en tout cas transmettre, enfin ils rentrent dans la société, ils sont intégrés dans la société, ce qui est assez différent de Westeros, où là, pour le coup, les enfants, les bâtards, à Westeros, enfin dans les 7 couronnes, le reste des 7 couronnes est vraiment à l'écart, mis à l'écart, ne peut pas hériter, même en étant reconnu, ne peut pas hériter, il n'y a que si il est légitimé par le roi, il n'y a que le roi qui peut faire ça, là à ce moment-là il rentre dans la ligne de succession. Mais en tout cas voilà, dans les Fernets on a un petit peu cet héritage peut-être ou cet imaginaire associé au premier temps du Moyen-Âge. Ce qui est raccord avec l'inspiration viking-like. Hein. La femme rock que tu cherches. Femme rock, voilà. Les femmes rock. Très bien. J'ai l'idée qu'effectivement, il y a effectivement une évolution, comme le disait Lily, je crois, au tout début, au cours du Moyen-Âge. Au début, comme disait aussi William, il n'y a pas du tout de vision négative des bâtards. Cependant, quand on regarde le nombre de grands seigneurs justiciers ou de rois ou de souverains bâtards, c'est pas mal vu d'être bâtard, mais il y en a très très peu pendant le bas Moyen-Âge. Il y a Charles Martel, par exemple, l'un des grands exemples célèbres. Mais sinon, au 7e siècle, c'est à peu près le seul qui obtient un poste de grand pouvoir. Il me semble que dans les siècles qui suivent, c'est 2, 3, 4. Alors que quand on passe après la réforme grégorienne, et là on reprend ce que disait William à propos du mariage, le mariage chrétien devient de plus en plus important. Voilà, une seule femme et puis un mariage chrétien. Là, à la fois les bâtards sont plus mal vus, et en même temps, petit à petit, ils sont aussi également, dans les familles nobles en tout cas, parfois de plus en plus intégrés. Et ça, après, ça dépend des circonstances. C'est-à-dire, par exemple, période de guerre, surtout 14e siècle, on le disait, avec la peste noire. Bon, bah là, on intègre en masse les bâtards. À Azincourt, début du 15e siècle, bon, en France, on intègre en masse les bâtards. Et on leur donne des dérogations, en fait, parce qu'on ne l'a pas forcément dit, mais les bâtards, à la base, en théorie en tout cas, ils n'ont pas le droit d'hériter, ils n'ont pas le droit aux honneurs de la maison, voilà, ils ne peuvent pas témoigner en justice. Enfin bref, il y a pas mal de restrictions quand même. Et les familles nobles s'ouvrent pour accepter les bâtards, et après, au début, c'est en fonction des circonstances. Et après, c'est de plus en plus. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure, selon les siècles, c'était 3-4 grands bâtards qui étaient des hommes de pouvoir. Au 14e, il y en a 37. Donc ça commence à vraiment être important. Et au 15e, il y en a 70 ou 80, je ne sais plus, quelque chose comme ça, quoi. Et donc, ils deviennent vraiment une part de la politique de certaines familles qui essayent d'avoir davantage de bâtards pour, pas toutes les familles, hein, mais un certain nombre de familles, pour multiplier les alliances, multiplier leur influence dans certains domaines. Enfin, en tout cas, moi, c'est mes souvenirs de... Marie, tu n'es pas d'accord. Alors, si je peux intervenir, ça, Vas-y. effectivement, c'est ce qui a été dit pendant très, 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 très longtemps.
Notamment via un ouvrage de Caron, hein, qui avait écrit sur cette typologie en fait de la bâtardise. En fait, première chose, déjà l'historiographie des 10 dernières années sur la bâtardise montre bien que d'abord, primo, pour ce qui est des mérovingiens, voire des carolingiens, alors les carolingiens, on commence un tout petit peu à nuancer, le concept de bâtard n'est pas opérant. Donc ça sert à rien de parler de bâtard pour des mérovingiens. On commence à avoir le début de l'idée pour les carolingiens. Là, je vous renvoie aux travaux de Sarah McDougall. Alors, ce qui a été mis en évidence sur ces 10 dernières années, parce que l'historiographie des bâtards, en fait, date sur toutes ces 10 dernières années, c'est qu'en fait, cette image de beaucoup plus de bâtards au XIVe et au XVe siècle est un effet de source. Un effet de source, tout simplement parce que y a une particularité du XIVe et du XVe siècle, c'est qu'on dit quand il y a un bâtard. Donc, effectivement, il est immédiatement visible dans les sources, à travers les armoiries, à travers le fait qu'on dise que c'est lui. Et donc, on a des impressions qui sont beaucoup plus nombreux. Alors, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a quasiment pas de travaux sur la période 11e, 13e siècle sur ce sujet-là. Et surtout, on a beaucoup plus de mal à les identifier, ces enfants. Donc, ils peuvent très bien passer pour des cadets. Et quand on prend, par exemple, Georges Duby et les comtes de Guignes, il explique bien qu'à la mort d'un comte, il y avait tous ses enfants naturels et tous ses enfants légitimes. Le problème, c'est que l'historien, il a du mal à savoir qui est naturel et qui est légitime parce qu'on ne le lui dit pas. Donc, en fait, ça a été complètement remanié, ça, de dire, attention, il y a un énorme effet de source sur la fin du Moyen-Âge. William? Moi, j'ai des remarques et des questions. Alors, vous voyez, donc, pourquoi je vais faire, si vous me permettez, déjà juste sur Charles Martel, vu que j'ai quand même co-commis, voilà, co-écrit un bouquin sur le personnage sur la bataille de Poitiers. Bon, ça bâtardise en fait à l'époque, tout le monde s'en fout en fait. On veut dire voilà quoi, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose que ça rentre pas du tout dans les considérations de l'époque. Ce qui rentre plus dans les considérations de l'époque, c'est qu'il écarte les rois légitimes en fait pour se mettre à leur place, voilà, et puis mettre son fils à voilà. Donc bon, ça c'est plus. Mais franchement, ça c'est pas du tout ça qui voilà quoi. Personne, à ma connaissance, personne ne dit ah mais Pépin le Bref, donc le fils de Charles Martel, peut pas être roi parce que c'est un fils de bâtard, voilà. Donc vraiment, ça c'est un truc. Autre truc, moi je vais faire un petit incise sur Martine. Ce qui est intéressant dans tout ce qu'on dit, on se rend compte que la notion de bâtard, en fait, ou d'enfant illégitime, c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser au Moyen-Âge. Et déjà, de fait, en fait, même avant les travaux dont Marie-Lise a parlé, que moi j'avoue, je connais pas, enfin voilà, tout ce renouveau historiographique, je suis pas du tout au fait, donc je me risquerai pas là-dessus. Mais le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que avant même, on connaissait par exemple un exemple de bâtard quand même assez connu, c'est Guillaume de Normandie. Oui. Guillaume le bâtard, voilà, c'est quand même Guillaume le bâtard. Alors je sais pas si le terme de bâtard est d'époque en fait, mais voilà, quand même, il y a quand même ce personnage-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Martine, il a une vision, et ça c'est récurrent chez lui, il a une vision très, très négative, très dark du Moyen-Âge, où en gros, si t'es bâtard, en gros, concrètement, tu vas finir par nettoyer la soue des cochons, quoi, en fait. Je caricature à peine, mais c'est un peu cette idée-là, en fait, qu'on a voilà, quoi, dans le Trône de Fer, et c'est une vision qui est très contemporaine, très moderne, enfin très très contemporaine du Moyen-Âge, qui est une vision très négative, où en gros, voilà, il y a une espèce de violence intrinsèque de la société médiévale, y compris dans les rapports les plus intimes, alors qu'en fait, on le sait, à mon avis, depuis très longtemps, c'est beaucoup plus compliqué que ça au Moyen-Âge. Et par rapport à ça, moi justement, j'ai des questions en fait, notamment à Marie-Lise en fait, sur justement, enfin, je pense que cette notion de bâtardise, en fait, elle est liée à une notion de pouvoir en fait, donc à une notion en tout cas d'héritage en fait, donc d'héritage, donc de richesse, donc de pouvoir. Donc ça, c'était pour voir justement à quel point c'est lié à quel point en fait dans tes travaux, ce que tu as pu voir. C'est lié à ça, parce que moi après j'ai un exemple assez intéressant de bâtardise en fait, ou en tout cas de bâtardise littéraire qui est invoqué au Moyen-Âge, et ça c'est assez marrant en fait, voilà, donc Marie-Lise, du coup. Oui, alors effectivement, il y a bâtard et bâtard. C'est-à-dire que le bâtard, ça peut être une insulte, ça peut être utilisé comme une insulte, bien sûr.
Ça peut être utilisé comme une référence intrafamiliale, c'est-à-dire ah machin, c'est le fils bâtard de, donc c'est un qualificatif. Et pour ce qui est de la fin du Moyen Âge et dans les familles nobles, c'est utilisé comme un titre de noblesse. Ah bon, Ah oui, carrément. carrément. Voilà. Ah ouais, vous êtes titré bâtard de quelque chose. Bâtard de Bourgogne, bâtard de Bourbon, bâtard d'Orléans. Par exemple, Dunois, il est bâtard d'Orléans. Ah oui, c'est Et, vrai, c'est plus ouais, oui, c'est ouais. voilà. Et en fait, c'est utilisé comme un titre, et ce qui permet en fait de faire des hiérarchies intrafamiliales qui sont entièrement basées sur la capacité plus ou moins grande des membres du groupe à accéder à l'héritage. Donc en gros, l'aîné, il a droit à tout. Voilà. Les cadets, ils commencent à avoir des sous-structures où ils doivent montrer qu'ils sont cadets. Et puis le fait de montrer dans une titulature ou dans une armoirie que vous êtes un bâtard, ça veut dire vous faites partie du groupe familial, enfin au moins dans la noblesse, mais par contre, vous êtes exclu de l'héritage. Donc on est d'accord, on est sur des éléments de pouvoir. Ouais, pour rebondir justement sur le bâtard chez Martine, c'est vrai qu'il y a cette vision qui est extrêmement négative, avec une exclusion presque systématique du bâtard par absolument tout le monde en fait. Que ce soit au niveau de la noblesse, on a Sansa par exemple qui porte sur son frère Jon un regard absolument pitoyable, c'est le bâtard, etc. Même si ce regard évolue un petit peu, qu'elle tire de sa mère, hein, donc il y a cette vision du bâtard dans la noblesse, mais aussi dans le petit peuple où on a pas mal d'expressions comme bloody bastard, etc. et avec pas mal d'idées reçues sur le bâtard qui serait plus précoce, qui serait plus dangereux, qui en plus serait porté aussi sur une sexualité, on va dire plus débridée, dérangeante parfois. Après, ce qui est aussi intéressant dans la société de Westeros, c'est qu'il y a tout ce discours et cette exclusion du bâtard, mais il arrive assez régulièrement que dans certains cas particuliers, le bâtard, et notamment dans les familles nobles où il n'y a absolument plus d'héritiers légitimes, on commence à regarder du côté bâtard et des bâtards et se dire ça serait pas trop mal de l'intégrer en fait, hein, celui-là. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'il y a certains cas particuliers où quand même les bâtards rentrent dans ce que Marie-Lise évoquait en tant que groupe familial. Ils peuvent être envisagés comme successeurs dans certains cas particuliers. Et voilà, donc nuancer un petit peu cette vision négative, même si effectivement on a cette vision négative. Et je trouve aussi que chez Martine, alors peut-être qu'on aura l'occasion de les développer un petit peu plus tard, ça rejoint une autre thématique, mais là qui est vraiment une thématique littéraire, et qui est un des gros dadas chez Martine, c'est la place du outcast, du paria. De la personne qui est exclue, etc. Beaucoup de personnages chez Martine, en fait, sont des personnages exclus, qui portent un handicap, qui soient exclus par leur statut social, par leur genre. Et ça, voilà, ça vient vraiment recouper, cette thématique-là qu'on retrouve dans le Trône de Fer, mais aussi dans le reste de sa bibliographie. Question par rapport à ça, mais je ne sais pas qui pourra répondre. C'est que chez Martine, par exemple, on a le cas des bâtards qui sont légitimés, mais ça passe forcément par une faveur royale. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a un précédent historiquement ou pas du tout, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'il faut aller chercher du côté littéraire. Marie-Lise, tu as des réponses là-dessus? Ah oui, alors c'est complètement vrai en fait. En fait, au début, les premiers qui peuvent légitimer un enfant, il y a plusieurs possibilités de légitimation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais alors on va dire qu'il y a en fait la légitimation automatique, c'est ce qu'on appelle la légitimation par mariage subséquent. En gros, un homme, une femme libres font un enfant, oups, pardon, on se marie après, le gamin devient automatiquement légitime. Ensuite, c'est surtout ce qu'on appelle par rescrit du pape, c'est-à-dire que c'est le pape, plus rarement les grands prélats, qui peuvent poser une légitimation pour légitimer quelqu'un. Là, on aura plein d'exemples en fait de lettres pontificales qui vont légitimer. Et puis progressivement parlant, on va avoir les rois de France et puis les rois d'autres États en Europe qui, pareil, qui estiment que ça relève de leurs droits aussi. Et donc, ils vont poser des lettres de légitimation par escrit du prince. Et pour ce qui est de la fin du Moyen-Âge, effectivement, vous êtes légitimé par escrit du pape ou par escrit du prince ou par mariage subséquent. Mais il faut une autorité qui pose la légitimation. Un duc, par exemple, prenons l'exemple du Royaume de France.
un duc qui soit... un duc peut pas légitimer ses enfants comme ça. Enfin, il faut forcément une autorité supérieure. Ouais, j'ai encore une question, mais parce que c'est vraiment c'est intéressant, mais je crois me souvenir, parce que tu as évoqué Marie-Lise Jeanne Dunois, hein, qui est quand même un personnage qui est connu, vu que c'est quand même un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, en fait, hein, donc, qui tenait donc Orléans pendant le siège en 1429. Est-ce que les bâtards, ils ont sur leurs armes, sur leurs armes en fait, hein, donc sur leurs écus et tout, est-ce qu'ils ont un signe distinctif? Parce que je sais que souvent les héritiers et tout, ils ont un signe distinctif, voilà, sur les armes et tout. Voilà, ça c'est une question, voilà, je Alors, sais bien. c'est rigolo parce que j'avais exactement la même question. T'as vu, c'est en fait. extraordinaire, c'est extraordinaire. Parfait, voilà. Marie-Lise? Effectivement, on va avoir un petit changement à la fin. Enfin, à partir du XIIIe siècle, il y a les premières armoiries de cadets qui apparaissent. Donc, en gros, on va faire simple. Vous avez des armoiries, n'importe lesquelles, on s'en fiche. Si vous êtes un cadet, donc l'aîné va récupérer les armoiries du père qu'on appelle pleines, c'est-à-dire sans les altérer. Un cadet va apporter une modification sur les armoiries du père, donc soit plus ou moins visible, généralement le moins possible, et donc va le transmettre à ses descendants. Et donc ça, c'est à partir du XIIIe siècle. Et à partir du XIVe siècle, on a les bâtards qui commencent à briser les armoiries de manière différenciée des cadets. Donc, généralement, on connaît généralement la barre de bâtardise, c'est-à-dire la barre. Donc, en fait, ça, c'est une barre qui coupe l'écu en deux, mais dans le sens contraire des cadets. Donc, pour information, pour les cadets, c'est du haut dextre, donc du haut droit au bas gauche, et le bâtard, ce serait du haut gauche au bas droit. Donc, il y a cette barre de bâtardise. Il y en a d'autres, hein, des modèles. Vous avez des changements de couleur, vous avez mettre les armoiries du père sur un grand écu blanc ou un grand écu qu'on appelle plein, c'est-à-dire avec un émail monochrome, et mettre bien les armoiries par-dessus sur une bande, une barre, un quartier, enfin n'importe quoi. Et donc, en fait, il y a plein de moyens de montrer qu'on est un bâtard pour la fin du Moyen-Âge. Ce qui est intéressant aussi, ce qui pose un problème avec les armoiries, c'est que les armoiries sont transmissibles aux descendants. C'est-à-dire que des descendants légitimes, nés en légitime mariage, peuvent très bien se trimballer les armoiries bâtards de l'aïeul, ce qui, des fois, pose quelques petits problèmes de compréhension des générations suivantes. Baba? Ouais, c'est intéressant parce que ça, pour le coup, c'est vraiment un détail que George Martin reprend. Parmi ses grands dadas, Martin, il y a aussi l'héraldique. Enfin, il a plusieurs personnages qui ont des brisures de bâtardise, justement, sur ses blasons. Et alors, notamment, on va avoir les feux noirs, alors qui, eux, c'est pas une brisure de bâtardise qu'ils ont, donc cette fameuse branche bâtard Targaryen qui a été légitimée par le roi, et bien eux, ils ont échangé de couleur. Hein, c'est plus le dragon rouge sur fond noir, mais c'est l'inverse. Hein. Et donc voilà, donc c'est intéressant de montrer qu'ils font ça. Et il y a aussi un autre signe distinctif, c'est le nom qui est porté. Alors chez Martin, on a un patronyme qui est porté, alors c'est par les bâtards plutôt dans la noblesse, ou en tout cas chez les élites, qui portent des noms régionaux en fonction de l'origine du père, éventuellement de la mère. Donc Waters, Hill, Snow, Jon Snow. Donc voilà, et c'est cette distinction. Là, c'est intéressant en fait, parce que selon les régions où on est, le système héraldique fonctionne pas de la même manière. Donc là, la brisure fonctionne très bien chez les Anglais, c'est repris chez les Anglais, mais pas du tout chez les Écossais. Donc en fait, on voit bien l'influence anglaise en fait, hein, du coup de Martin, qui reprend pas du tout le système écossais. Et pour les prénoms, c'est un petit peu la même chose. Là, ça fonctionne, c'est très variable selon les régions. En France, on va reprendre le nom de patronyme, enfin le patronyme du père, donc le nom de lignage. En Angleterre, je sais plus comment ça se passe. Je sais qu'en Écosse, pareil, il y a une désignation par le nom du père, mais c'est pas une référence, c'est le nom, c'est pas le lignage qui est repris. Donc il y a toujours une manière de distinguer le bâtard, de manière à le distinguer par le prénom ou par le nom,
où voilà, il y a toujours un moyen de l'appeler un peu différemment, effectivement. J'en profite parce que nous, on peut généralement pas poser la question à Martine, mais comme on a un auteur, ça m'intéresse. Fabien, toi, quand tu crées le bâtard de Kosigan, du coup, comment est-ce que tu reprends ces éléments-là dans la création du personnage, en fait, ne serait-ce que l'héraldique ou des choses comme ça, ou le nom du personnage, par exemple? Et exactement comme ça. Donc il reprend. Il a une brisure sur son blason. Il reprend le nom de famille. Il a été reconnu par le biais d'une décision d'église. Il a été reconnu, donc accepté par son père. Il y a eu énormément de choses. Et puis en même temps, on voit aussi parce que c'est effectivement c'est très délicat la bâtardise, parce que en elle-même, la bâtardise, c'est souvent la preuve vivante qu'un commandement de Dieu a été enfreint. Donc, même si parfois les bâtards peuvent avoir une existence légitime importante, eh bien, il y a quand même à la fin du Moyen Âge une notion un petit peu méprisante envers eux, même si parfois ça peut être aussi un titre de gloire, et il y a cette ambivalence assez fréquente. Et du coup, le bâtard de Kosigan se retrouve au milieu de cette ambivalence, et quand il perd ses appuis ses principaux appuis auprès de sa famille, eh bien, son oncle lui met rapidement un pied aux fesses en lui demandant d'aller voir ailleurs s'il peut porter sa bâtardise fièrement, mais ailleurs qu'ici. Et en fait, il s'échappe de justesse parce que ça pouvait même devenir dangereux pour sa vie. Donc voilà, j'essaye d'avoir cette nuance entre les deux. En même temps, quand il va dans les différentes cours d'Europe ou autres, il est à la fois traité comme un grand personnage, puisqu'il est quand même proche de la famille du duc de Bourgogne. Il a du sang finalement de la famille bourguignonne dans ses veines. Il est à la fois traité comme un grand personnage et en même temps comme quelqu'un qui est un petit peu un paria, en quelque sorte. Et voilà, il a les deux pieds un peu séparés comme ça, et il mène sa barque entre les deux. Oui. Tu as créé le personnage en pensant directement c'est un bâtard, ou c'est quelque chose qui est venu un peu plus tard dans le processus? Bonne question. En fait, pour tout dire, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai d'abord commencé par écrire des scénarios de jeux vidéo pour Neverwinter Nights. Et je voulais faire mon premier scénario. C'est-à-dire ce que je n'ai pas encore écrit, c'est l'objet de mon prochain roman. Je voulais faire le retour d'un personnage qui était un peu détesté par les siens, le retour de ce personnage chez lui. Et à vrai dire, mon inspiration de départ, c'était pas vraiment un bâtard, puisque c'était plutôt un personnage de science-fiction. C'est Miles Vorkosigan, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, qui est un personnage un peu particulier, qui est très malin, très intelligent, mais qui a des déformations physiques et qui est un petit peu rejeté. Et je voulais faire quelqu'un qui était rejeté un peu aussi. Et au Moyen-Âge, il m'a semblé que c'était bien de prendre un bâtard pour avoir quelqu'un qui était un peu rejeté par les siens. C'est le point de départ qui m'a poussé à décider de prendre un personnage bâtard. Voilà. C'est intéressant justement du coup cette image en fait on prend un bâtard justement parce que ça a cette image d'un personnage qui est à côté du corps social, donc l'enjeu va être aussi son rapport avec la société et la construction de sa propre identité aussi et son évolution tout au long de la saga, ouais. Et puis j'aime bien les bâtards. Moi, si je peux, ça c'est ce que dit Fabien. Alors, moi en plus j'ai lu quasiment tout. Je pense que tu as sorti sur l'univers de Kosigan en fait, donc y compris le dernier recueil de nouvelles, voilà, donc qui est très bien. Voilà, Dieu te le rendra. Merci beaucoup, merci. Donc voilà, donc mon rib c'est voilà, donc c'est donc non vraiment, moi j'ai vraiment kiffé la tétralogie, c'était cool en fait. Et pourquoi j'explique aussi parce que moi je suis un lecteur de fantasy aussi et de science-fiction, donc
Miles de Cossigan, je connais, enfin voilà, je disais ça, voilà, qui était chez J'ai lu, d'ailleurs, ça paraissait chez J'ai lu, donc et c'est intéressant parce que je pense que quand tu es lecteur ou lectrice de fantasy, tu t'attends généralement à des personnages comme ça, qui sont des personnages justement toujours dans un entre-deux social, en marge et tout. C'est quelque chose de qui est très parlant. Et ça, à mon avis, c'est parce que, alors, c'est pas dans tous les univers de fantasy, en fait. Donc, si on prend l'univers des princes d'ambre, bon, bah, évidemment, là, c'est que des princes, voilà. Donc, bon. Mais c'est si tu regardes bien, enfin, Ils je ont pense pas que si tous la même mère, hein, quand même. ils hein. n'ont pas tous la même mère, ouais, en effet, ouais, Mm. c'est pas faux. Mais c'est vrai que, en fin de compte, si on remonte un petit peu à l'histoire de la fantasy, notamment de la fantasy américaine, on lit par exemple du Howard, hein, donc Conan le Cimérien, voilà, donc tous les personnages qu'a fait Howard, comme Kull et tout, c'est généralement des gens qui viennent de milieux très en marge, hein, donc des barbares, des types qui viennent du bas de l'échelle sociale et qui grimpent l'échelle sociale. Et ça, c'est quelque chose, en fait, c'est un point de vue très moderne, en fin de compte. Et c'est, en fin de compte, vu que dans les univers de fantasy, c'est quand même des univers médiévaux, si on regardait, c'est compliqué de regarder comme ça, de faire plonger un public contemporain dans un univers médiévalisant ou antiquisant en fait, voilà, en prenant un point de vue d'un noble du XIVe siècle qui va regarder les paysans comme des moins que rien. Philippe Jaworski dans son dernier roman y arrive très bien, mais c'est quelque chose de voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez rare. Et donc là, ce que je veux dire par là, c'est que la fantasy, c'est le Moyen-Âge, mais d'un point de vue moderne, avec des éléments de modernité, avec des éléments contemporains. Et l'élément contemporain, c'est l'image, en effet, soit du self-made man ou de la self-made woman, soit de la personne très marginale et tout. On peut citer Conan, on peut citer Elric le nécromancien de Moorcock, en fait, hein, qui est un empereur, en fait, hein, qui est en rupture de banc, qui rejette son empire, en disant voilà, je vais partir à l'aventure, voilà, qui en plus est un type qui est maigrichon et tout, qui est un nécromancien, et voilà. Donc il y a plein d'exemples comme ça, et je trouve que là, Martin, il reprend complètement ça. Voilà, comme tu as dit, je vais avoir du mal à t'appeler Babar. Je suis désolé. Tu Voilà. peux m'appeler Aurélie, il n'y a pas de souci. Je Je t'appelle réponds à Aurélie. mon vrai prénom aussi, ça Voilà, m'arrive. je suis désolé. Voilà. C'est comme si on essayait de m'appeler le grand Schtroumpf. Enfin, c'est pas possible. Donc bon. C'est Donc, noté. voilà, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que, voilà, comme tu l'as noté, voilà, dans l'univers de Martin, c'est rempli de personnages comme ça, de personnages qui sont dans une forme, on va dire, de bâtardise sociale, quoi, en fait, ou de bâtardise, en fait, voilà, donc ils sont toujours dans une espèce de marge, et ça, l'exemple typique, c'est quand même Jon Snow. Alors dans les romans, c'est un peu différent, mais dans la série, c'est vraiment le type qui en plus est un transfuge de classe en fait, hein. Mais dans l'autre sens, hein, c'est que le type en fait à la fin, il dit à la fin de la série, il dit bah moi je refuse le royaume, je refuse, je monte vers le nord et vivre en barbare quoi en fait, voilà donc. Ce qui est quand même l'image même du cow-boy qui va vers l'ouest en fait, hein, voilà, qui va vers les terres sauvages quoi en fait, hein, donc il y a quand même c'est quelque chose de très très fort dans la fantasy. Et là, pour le coup, vraiment, ça n'a rien à voir avec et encore plus d'après ce que dit Marie-Lise, en fait, ça n'a rien à voir avec la réalité médiévale, en fait, hein. C'est très différent, quoi. Et c'est pour ça que c'est attirant pour nous, quoi, en fait, hein, je pense. Mais sinon, mon petit bâtard, son intérêt aussi, je trouve, c'est que justement, c'est un bâtard, certes, mais c'est un bâtard avec beaucoup de pouvoir. Je ne veux pas dire des pouvoirs intrinsèques, mais je veux dire de la puissance politique, de l'influence. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai voulu faire et ce qui m'a plu dans ce challenge, c'est de raconter l'histoire de celui qui tire les ficelles. Souvent, le bâtard, il est manipulé, le bâtard, il doit se sortir d'une confrontation Et ici, c'était un peu ce que je voulais faire, c'était de faire celui qui justement est à l'origine des plans, celui qui tente de faire tomber les choses, de manipuler les gens, etc., etc. Une inversion du motif, en fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que oui, un bâtard, oui, mal vu, mais en même temps un homme de grand pouvoir et qui l'utilise, ce pouvoir politique. Mais avec quand même cette idée, si je me rappelle bien, que c'est quand même un type qui a monté sa propre troupe de mercenaires. Tu vois ce que je veux dire? Si je me rappelle bien,
oui, Tu vois, entre nous, oui, mais son statut reste, Ouais. reste le statut de sa famille, enfin de son sang, de son Mais tu vois, il y a un petit côté self-made man aussi, Oui, tu vois. je le nie pas. Je le nie Ah ouais, pas. tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est un type, enfin, tous ces, enfin, dans la plupart de ces mercenaires, enfin, des gens de sa troupe, c'est pareil, c'est des gens un peu chelous et tout, enfin, il y a quand même, il y a pas mal de, enfin, comme dans une troupe de mercenaires, quand même. Oui, voilà, oui. De briques et de broc. Voilà, c'est ça, ouais, donc, Babar? Ouais, et parmi, pour rebondir justement sur les motifs littéraires, parmi les motifs qu'on a aussi assez souvent associés au bâtard, on a aussi la question de la révélation du faux bâtard, vrai héritier, Ah oui, oui. etc. qu'on a, alors qu'on a dans la série avec Jon Snow justement, qui n'est, c'est pas le cas dans le livre. Encore pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il en sera pour Jon. Alors bon, on sait d'où il vient, mais on ne sait pas encore si c'est bâtard ou pas bâtard. Mais du coup, c'est intéressant. Et alors moi, je pensais justement quand William, tu parlais des romans de fantasy, je pensais à l'Arcane des épées. De Tad Williams, qui est là aussi grande référence de George Martin, où on a aussi un personnage principal qui est un bâtard qui a priori finit par se révéler qu'en fait non, c'est pas un bâtard, mais en fait peut-être un petit peu si, et puis en fait il y a un vrai fils légitime qui devient un bâtard, etc. Donc c'est aussi une façon de jouer sur les identités. En fait, cette figure du bâtard, ça laisse suffisamment de place à la fois au lecteur et au romancier pour développer toutes Ouais, ces thématiques ouais. autour de l'identité, de la construction, etc. Je vais peut-être dire une bêtise, mais cette histoire de bâtard, ou en tout cas d'orphelin qui découvre un peu ses origines, qui est quand même un cliché qu'on traîne un peu depuis très longtemps quand même, on peut le rapprocher quand même du motif du bel inconnu qu'on retrouve dès le Moyen-Âge, dans la légende arthurienne notamment, quoi. Marie-Lise ? Ah bah, oui, complètement, hein. La notion de bâtard qui est un petit peu dans un entre-deux, l'idée de la révélation des origines ou le fait qu'on connaisse déjà les origines et que la bâtardise est un mode de rédemption avec cette idée d'essayer d'arriver à quelque chose de plus grand ou de se surpasser, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les récits de fiction médiévaux, modernes. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est pas récent, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que on reprend toujours les mêmes motifs. Et pourtant, on arrive quand même à les changer, à les adapter à la société dans laquelle on vit. Donc, du coup, ça parle un petit peu à toutes les générations, j'ai l'impression. C'est toujours, je trouve ça toujours assez fascinant. Babar ? Ouais, et puis il y avait un motif aussi que Martine reprend. Alors là, je vais citer Marie-Lise pendant la préparation de ce podcast, mais qui parlait aussi de l'opposition entre cette ambiguïté du bâtard qui était incarnée par l'opposition entre la figure du bon bâtard et la figure du mauvais bâtard. Et donc Marie-Lise t'avait cité plutôt bon bâtard Galad par rapport à Mordred issu d'un inceste, et effectivement on a ce motif là avec Jon Snow qui est plutôt la figure positive, et en face de lui on va voir Joffrey Baratheon, donc issu d'un inceste, et on peut aussi rajouter à Joffrey l'image de Ramsay ouais. Snow Bolton, hein, qui est pour le coup l'incarnation encore pire que Joffrey de la cruauté incarnée en fait. Donc Lui, c'est même voilà. si on prend le bouquin, même Ramsay, tu peux même aller beaucoup plus loin, parce que autant de Geoffrey, c'est un noble, il fait juste semblant d'être le fils légitime. Non, et puis il est jeune. Il a 14 ans, c'est un gamin, c'est un sale gamin. Ramsay, dans le bouquin, c'est quand même celui qui fait semblant d'être le serviteur pour être le tortionnaire, quand même. Donc on a quand même un... Il y a quand même vraiment l'idée de celui qui va vraiment, pour le coup, on parlait d'aller s'occuper des cochons, il a un peu ce truc-là, quand même. Mm. Je trouve un peu moins avec le beau Iwan Rheon dans la série, mais... Avec quand même, voilà, c'est ce que disait Marlise, il y a quand même une nette différence entre les textes médiévaux, entre c'est justement même l'histoire de beaux inconnus dans les textes médiévaux et la fantaisie contemporaine, avec quand même l'idée que généralement les gens commencent en bas de l'échelle sociale. Il y a peut-être un texte médiéval où c'est le cas, hein, qui est un texte très connu, hein, c'est le Conte du Graal, hein, où Perceval il commence comme un forestier, quoi. Donc, voilà, il y a cette idée, voilà. Donc, mais quand même, on apprend que c'est un fils d'aristocrate en fait, hein. Donc là, dans la fantaisie,
ou même dans les versions contemporaines du mythe arthurien, ça fait depuis un siècle en fait, en gros, dans diverses itérations, que on montre bien que généralement c'est quelqu'un qui part du bas, notamment Arthur est quelqu'un qui part du bas, d'une origine sociale très basse et qui monte en fait les échelons, et voire même carrément qui est même pas dans certaines versions, qui est même pas le fils d'un roi en fait, donc qui est quand on regarde par exemple comment Merlin l'Enchanteur, le film le dessin animé de Disney, c'est jamais dit que Arthur est le fils d'Uther par exemple. C'est l'épée, et donc plus ou moins Dieu en fait, qui reconnaît Arthur, qui reconnaît Moustique en fait, voilà quoi, qui vraiment voilà, donc un type qui et donc là il y a vraiment toute idée même de filiation aristocratique a disparu en fait, donc dans ces versions là. Et là il y a un des derniers films arthuriens qui est sorti, donc le film de Guy Ritchie en 2017. J'entends des gens pouffer. J'ai entendu des gens pouffer, voilà. Donc Il est très bien ce film. moi je le trouve marrant. Enfin après, moi les films arthuriens, moi j'aime bien ça. Donc voilà. Donc bon. Après, c'est un très bon Robin des Bois. Voilà. Oui. Mais sauf que tu dis un truc intéressant, c'est qu'en effet, dans ce film-là, si tu regardes bien, donc l'acteur principal qui joue Arthur, donc Charlie Hunnam, qui était aussi avant la star donc de Sons of Anarchy, donc la série avec les bikers, et ben c'est vraiment c'est Rocky quoi en fait. C'est Rocky. Enfin, il y a même des scènes où ça évoque directement Rocky quoi, Rocky Balboa dans la série de films de. Et vraiment, c'est un type qui vient de la rue. Et d'ailleurs, c'est dit même dans les affiches du film quand c'est sorti en France. Il y avait marqué la rue à son roi, né dans la rue, voilà, etc. et tout, futur roi, etc. et tout. La musique qui était la musique qui accompagnait la sortie du film en France, c'était une musique d'un rappeur du 93 qui s'appelle toujours Sofiane. Donc il y a vraiment, là on a complètement, et dans le film dans mes souvenirs, il n'y a pas d'allusion en fait, ou en tout cas c'est pas clair, mais encore une fois j'ai peut-être on a la séquence d'ouverture, je crois, où il est poursuivi, où en fait on voit la mort de son père, on voit la peur de son père et tout, mais il y a vraiment quand même l'idée, tu vois, que ça il vient du bas quoi en fait, voilà quoi, donc, et que c'est un type il est chez les prostituées, il est chez les il est dans la rue. Voilà, et donc et en plus à la cour il amène tous ses potes, tous ses lascars en fait, voilà quoi, c'est le bâtard et ses lascars, voilà, qui arrivent et tout et qui prennent la cour quoi en fait, donc c'est quand même hyper intéressant, et c'est une évolution qui dans les textes médiévaux, on voit pas Perceval amener ses potes fermiers à la cour du roi Arthur, genre non mais attendez, voilà, il y en a marre quoi en fait, voilà quoi, donc voilà, non c'est voilà, Perceval devient un chevalier, puis après il fait comme tous les chevaliers, il envoie son écuyer tabasser les fermiers, parce qu'il faut pas, voilà. Donc il y a quand même, voilà, encore une fois, c'est ce que disait Marly, c'est que cette notion-là, elle s'adapte en fait, elle change et elle s'adapte entre les textes médiévaux et la fantaisie contemporaine. Il y a quand même un énorme changement, et c'est ça. Parce que les textes médiévaux, si on les lit aujourd'hui, ça nous horrifie en tant que moderne en fait. Donc voilà. Alice ? Oui. Alors là, en parlant de gens qui viennent, qui partent de rien, à la base, si on reprend le personnage de Galahad, qui est absolument, moi je l'adore, il est absolument fascinant. C'est le fils de Lancelot et d'Hélène, qui est la fille du roi Pélès. Et en fait, Lancelot pense coucher avec Guenièvre, mais en fait, c'est pas la bonne. Enfin bon, c'est pour ça. Bon, bref, l'enfant est caché quand même. L'enfant est caché, élevé par sa mère. Et l'enfant, en fait, très longtemps, il a pas conscience de ses origines. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le personnage de Galahad, en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup le rattacher à Jon Snow, c'est que il symbolise la rédemption, c'est-à-dire il rachète le péché paternel par une vie donc il est vierge, il reste vierge. Il est sans péché, il est tout propre, il est tout neuf, il est tout beau, enfin voilà. Contrairement aux deux autres qui l'accompagnent, mais qui ont fait des bêtises. Alors il y en a un, Bohort, il a fait un enfant illégitime, et l'un, il a eu, je sais plus ce qui s'est passé, mais bon, il a eu, enfin il y a eu une histoire aussi avec Hélin. Et en fait, Galahad, c'est vu qu'il est tout propre, qu'il a véritablement travaillé sur voilà, il est vraiment pur.
c'est le seul, théoriquement, qui est censé voir le Graal dans le cycle arthurien. Mais c'est vrai que tous ne sont pas comme ça. Mordred, lui, sait pertinemment de qui il est le fils dès le départ. Eh ben, alors pour le coup, on retrouve vraiment ça aussi avec Jon qui ne sait pas d'où il vient, enfin qui pense savoir d'où il vient mais qui ne sait pas, et Ramsay qui sait complètement qui est son père et qui est sa mère en fait. Donc Même intéressant. pour rebondir sur Jon, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est l'histoire de racheter la faute, parce que même dès les premiers chapitres du Trône de Fer, Jon il porte ça un peu vraiment comme un poids sur ses épaules, un espèce de fardeau qui lui dit que de toute façon il ne pourra qu'aller au mur pour formule de Mais rédemption, parce que c'est là-bas qu'on envoie les rebuts de la société en fait. Donc de mais suite, complètement. Et il est dans cette démarche-là de rédemption, quoi. Et puis, bien au-delà, en fait, le mur par la virginité et compagnie, c'est carrément une entrée au monastère, quasiment. Bah, Et l'inspiration, dans la monacale, société hein. médiévale, voilà, dans la société médiévale, l'entrée au monastère, littéralement, c'est le seul moyen de vous effacer. En fait, c'est le seul moyen on obtient, en fait, quand on rentre dans un monastère et qu'on est bâtard, dans la société médiévale, c'est le seul moyen de littéralement être tout propre, être tout lavé. Sinon, tous les autres moyens, il y a toujours un truc qui reste qui est pas net autour. Donc c'est vrai que enfin, l'entrée, en fait, la vocation de Johnson, littéralement, c'est une entrée dans un monastère. Non, et puis les Enfin, inspirations symboliquement de parlant, c'est la même Martine, chose. Les inspirations de Martine pour la garde de nuit aussi reprennent un petit peu ce mode de vie monacal. Il avait cité plusieurs ordres justement médiévaux dans son inspiration et la Légion étrangère. Voilà. Avec quand même un aspect où il y a... Parce que Galad va au bout du truc, quoi, en fait. Il va au bout de ça, de cette espèce de quête de pureté où, en effet, moi perso, je trouve le personnage, voilà. Mais ça, c'est chacun son truc, hein. Je trouve ce personnage super chiant, en fait. Voilà, genre, voilà, il réussit, voilà, il est parfait, il est formidable, voilà. Donc voilà quoi, c'est le chevalier Tipex, voilà, plus blanc que blanc, voilà. Donc, C'est le bâtard parfait. Ouais. Non mais c'est vrai. C'est intéressant ce que tu soulèves, mais c'est vrai que il y a quand même cette idée qu'en fait, c'est presque c'est un personnage qui est christique en fait, en fin de compte, hein. Voilà, donc voilà, il va au bout du truc. Et là, on va retrouver l'image avec Jon Snow qui, alors dans la série est ressuscité, mais dans les bouquins va probablement aussi ressusciter. Donc peut-être, mais tu vois, mais par contre, Jon Snow dans la série, si tu vois l'évolution, il y a une évolution. En fait, il est pas dans un truc, dans une espèce de quête religieuse, tu vois. C'est pas la même, tu vois, c'est pas la même chose, quoi. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, il choisit en fait, en fin de compte, de rester bâtard, quoi, en fait. Voilà, donc il choisit il choisit d'être dans une espèce d'entre-deux social, en fait, chez les barbares et tout, quoi. Et ça, c'est un point de vue c'est une forme de refus de pouvoir et tout. C'est très moderne. Ça là-dessus, il y avait un bon texte. Alors je sais plus. Où est-ce qu'il avait, où est-ce qu'il est ce texte, dans quel recueil il est, mais de Florian Besson en fait, hein, qui avait fait un truc genre Ne m'appelez pas Sire, justement sur l'image du roi dans la fantaisie, où en fait souvent dans la fantaisie les rois, ils sont rois, mais c'est par défaut, ils aiment pas ça et tout, quoi. Donc et ça c'est quelque chose, encore une fois, de très, ça rejoint en fait quelque part une espèce de, d'imagerie très démocratique en fait, qui est très contemporaine, en disant voilà, en fait, en fin de compte, voilà. Et Jon Snow, c'est pour ça, voilà, il y a en effet cette image, voilà, quoi, qu'on a déjà dans le Moyen Âge en fait, hein, avec des personnages en effet qui sont fautifs dès le début, mais qui se rachètent, hein. Un autre exemple, alors après c'est pas lui qui se rachète, hein, mais c'est Merlin, hein, c'est sa mère, hein, qui, vu que c'est un bâtard, lui, c'est comme on dit dans Camelot, hein, c'est le fils d'un démon et d'une pucelle, voilà. Voilà. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, dans les textes médiévaux, c'est même censé être le futur antéchrist, et vu que sa mère, en fait, elle fait tout en fait, hein, pour racheter sa faute, hein, donc enfin, ce qui est pas vraiment une faute vu qu'elle s'est fait quand même violer, mais voilà, donc et il y a cette idée qu'en fait, en gros, Merlin, c'est un personnage ambigu, mais vu que sa mère a fait énormément de sacrifices, voilà, donc elle a racheté quelque part la part démoniaque de Merlin, quoi, en fait, hein. Donc il y a beaucoup de personnages comme ça
mais la perspective de ces personnages-là, le sens qui est donné à ces personnages-là, il n'est pas le même, parce que voilà, les valeurs de la société qui produit ces textes sont pas les mêmes, hein. D'un côté, la société médiévale, où en fait, voilà, il y a quand même une société très hiérarchisée, christianisée, voilà, entièrement christianisée et tout. Et là, aujourd'hui, on est dans une société où les valeurs sont assez différentes, et là, pour le coup, les personnages, voilà quoi. Donc, par exemple, enfin, c'est intéressant, mais si on prend le bâtard de Cossigan, en fait, hein, donc de Fabien, la, la, le bâtard de Cossigan. Après, Fabien, tu me corriges ou pas, en fait, tu me corrigeras, mais le bâtard de Cossigan, c'est un personnage qui pour moi est très moderne parce qu'il se comporte, enfin en tout cas par certains aspects, parce qu'il se comporte pas comme un noble, même bâtard du Moyen-Âge, qui va passer une partie de sa vie à préparer sa mort, quoi, en fait, hein, voilà, donc voilà, quoi, c'est pas quelqu'un qui va faire des donations à des monastères, en fait, voilà, donc tu vois, non, Fabien, enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a, Ah non, il y a- peut-être qu'il y a des passages de sa vie que tu ne nous as pas encore détaillés, mais voilà, et alors que c'est quand même une préoccupation Mais majeure au Moyen-Âge. on voit qu'autour de lui, il y a des gens qui font ça. Alors pas souvent Ah, parce que je ah. mets pas l'accent là-dessus. Et c'est vrai que du coup, je choisis la modernité. Tu as raison. Mais c'est-à-dire que le côté religieux, je l'effleure parfois, mais je ne m'y lance pas. Voilà. Et c'est ce qui change effectivement c'est ce qui change effectivement la donne en termes d'ambiance et de lien avec la modernité. C'est vrai. Autour de ce bâtard, il y a, une fois de plus, on retrouve un peu une espèce de triangulation, on va dire, avec Jon Snow et les rebuts de la société qui sont au mur, et en même temps, ce dont on parlait tout à l'heure avec cette nouvelle version d'Arthur, la version Guy Ritchie, où il y a quand même une histoire de gang un peu. Est-ce qu'il y a un côté un peu comme ça de toi aussi avec sa troupe quelque part un peu? Alors, oui et non. En fait, j'ai mixé deux choses. C'est un petit peu, alors vraiment en toute proportion gardée, hein, mais c'est un tout petit peu les débuts de l'espionnage un peu plus moderne, fin 13e, début 14e, vraiment très peu, mais voilà, je me suis un peu inspiré de ça. Et puis en même temps, lui, il fait ses premières armes en Italie. On voit pas tout, mais c'est là qu'il réussit à mettre la main sur une compagnie de condottières, donc de mercenaires italiens. Et à la base, c'est une compagnie de combat, mais lui, il en fait une compagnie mixte avec une partie combat et dirigée par son lieutenant, par l'un de ses lieutenants, et une partie, là, on se rapproche plus du clan, du gang, un peu en quelque sorte, hein, de quelques hommes triés sur le volet, hommes et femmes triés sur le volet, et qui vont l'appuyer pour voilà, des comment dirais-je, des plans ou des manipulations plus pointues et plus ponctuelles. Donc en réalité, à l'époque, il est vrai que les compagnies de mercenaires, c'est plutôt des compagnies de combat. L'immense majorité sont des compagnies de combat. Et ce que je raconte dans mes livres, c'est rarement le côté combat, c'est plutôt le côté dessous de table, on va dire. Donc oui, gang un petit peu, mais dans cette partie de la compagnie, oui, un petit peu. Babar? Ouais, question un petit peu en marge de notre fil de discussion, mais donc toi qui aimes beaucoup les écrits de Martine aussi, est-ce que justement il y a quelque chose dans la figure de ces bâtards que tu as aimé, que tu as repris, réinvesti dans le bâtard de Cossigan? Alors j'ai beaucoup aimé le Trône de Fer, je m'en suis beaucoup inspiré pour mes scénarios de jeux vidéo. Sur certaines scènes notamment. Est-ce que je m'en suis servi comme inspiration en termes de bâtardise? Je crois pas. Pas spécifiquement. J'ai pensé notamment à donner des noms spécifiques comme il l'avait fait. Je trouvais que c'était éventuellement amusant d'avoir un retour. C'est-à-dire que lui était inspiré par l'histoire réelle. Et pourquoi pas reprendre son invention pour la ramener dans l'histoire réelle. Ça m'a paru un moment intéressant. Et puis je me suis dit non, après c'est... Non, voilà, j'ai renoncé à cette idée avec des snows, je sais plus, il y a des rivers aussi, tu avais dit. Ouais, il y en a tout, il y en a partout. Ça m'a paru super intelligent et intéressant, mais finalement je l'ai pas repris. Aussi dans le Trône de Fer, et ça va être l'occasion de faire une petite transition vers les bâtardes, parce qu'il y en a une qui s'appelle Mia Stone, qui est ici dans le Val d'Arin. Alors c'est très mineur, mais on en a quelques-unes. On a
faire passer pour le coup la parole à Marie-Lise, mais est-ce qu'on a des traces de bâtardes justement en historiographie? Faut les chercher. C'est voilà. C'est Michel Perrault qui disait les femmes ou les silences de l'histoire. Bah, c'est tout à fait ça. Hein. Alors, moi, je vais reprendre la famille que je connais le mieux parce que bon, bah voilà, c'est un petit peu ma base. Chez les Bourbons, j'avais calculé, on a je connais 2 fois moins de femmes que d'hommes illégitimes. Ce qui pose un très gros problème parce que c'est pas possible. Enfin, démographiquement parlant, c'est pas possible. Non. Donc, je devrais être à 50-50 et en fait, j'ai 2 fois moins de nanas. En fait, tout simplement parce qu'elles disparaissent des sources à un moment donné. Tout simplement, voilà. Peut-être parce qu'elles rentrent justement au monastère et ce qui, moi, me l'est fait. Parce qu'en fait, quand on rentre au monastère dans la société médiévale, on n'a pas besoin de dire qu'on est bâtard, on le dit plus. Donc, si elles rentrent, j'ai un cas, hein, j'en ai retrouvé une. Dans sa titulature, il n'y a rien qui dit qu'elle est bâtarde. Il faut vraiment aller chercher dans les recoins pour trouver le truc. Donc en fait, c'est normal que des femmes disparaissent. Il y en a, bien sûr. Après, c'est un peu moins fun pour la société médiévale. Hein. Là, du coup, bon, bah, c'est pas compliqué. Bah, soit elles rentrent dans un monastère et elles risquent de disparaître aux yeux de l'historien ou de l'historienne. Et puis, soit bah, elles sont mariées. Et généralement, elles sont mariées. La catégorie sociale en dessous du mariage des cadettes. Hein. Donc, on va plutôt être sur de alors pour des princes, sur de la moyenne noblesse. Locale ou régionale ou des grands officiers royaux. Donc en fait, à chaque fois, c'est un cran en dessous pour pas gêner le réservoir matrimonial des enfants légitimes. T'as dû bien t'amuser en termes de recherche de noms et de prosopographie différentes. Mais oui, sur la question des mariages, Martine, il s'éloigne de ce que c'était au Moyen-Âge, encore une fois pour renforcer l'image négative de son bâtard, mais les mariages des bâtards dans l'univers du Trône de Fer, c'est très très compliqué. Hein, c'est vraiment, on rame, enfin les personnages, les maisons rament pour les marier. Il y a un cas, par exemple, alors je sais plus si c'est dans le 4e ou dans le 5e tome, où on propose une bâtarde Lannister à la famille l'épicier, et où la famille l'épicier, elle tire la tronche, quoi, parce que non, en fait, on m'a promis une Lannister, là vous me filez une bâtarde, ça me va pas, quoi. Et du coup, c'est intéressant de voir que c'était pas vraiment le cas, en tout cas dans ce que tu as étudié, dans le cas de la famille que tu as étudié, c'était pas le cas. C'est qu'on conserve, il y a quand même si c'est une bâtarde, on conserve un certain rang social qui est pas, c'est pas rien, quoi. Voilà, donc voilà, c'est juste. Mais complètement, c'est pareil. Là, on est en train de comparer en fait des stratégies familiales c'est du pragmatisme, hein. Objectif étant de l'influence du réseau familial et un système de représentation, pareil, moderne. L'objectif, c'est d'appuyer sur l'étard du bâtard pour que ça parle à un public de lecteurs. Donc, au bout d'un moment, forcément, plus ils cumulent les embrouilles, plus ça les met en difficulté et plus on aime ça en tant que lecteur. Faut aussi dire ce qui est. Donc, c'est normal de se détacher complètement de ce qui a pu se passer. Très bien, tu voulais rebondir sur la remarque? Oui, mais je voulais juste, en Bourgogne, j'avais vu que les bâtards qui demandaient la légitimité, c'était 69% d'hommes et 31% de femmes, donc on retombe sur un tiers, 2 tiers, quoi, effectivement. Et si ce n'est qu'effectivement, je suis content d'avoir appris ça, d'avoir entendu ça. C'est vrai que les femmes, elles ont tendance un peu à disparaître ensuite des sources et on perd un peu leurs traces après. William? Ouais, moi c'était une question aussi pour Marie-Lise. C'est en fait en termes de les bâtardes en fait sont dotés, enfin de la noblesse sont dotés quand même dans les mariages. Enfin, elles ont une dot, on leur fournit une dot, mais ça doit pas être très grand, je suppose, ou ça doit être moins grand que. Alors, oui, elles sont dotées. Hein. Oui, évidemment. L'objectif, c'est véritablement d'étendre le réseau familial. Donc, elles sont dotées à la hauteur de ce que l'on peut donner pour une dot de moyenne noblesse ou de moyenne noblesse locale ou de grands officiers. Alors, ça, c'est pour la haute noblesse. Hein. En fait, elles sont toujours dotées de manière inférieure aux cadettes, voire très, très inférieure à cadettes. Moi, j'avais à peu près un rapport de 1 à 10. Hein. Ah oui, quand même. Mais bon, mais en fait, le problème, c'est que ça fait très impressionnant comme ça, mais on est quand même sur une famille aristocratique.
Et là, c'est pas 10 ou 20 livres, hein, on compte en plusieurs dizaines de milliers de livres. Donc voilà, c'est toujours très compliqué. Mais oui, elles sont dotées, bien sûr, en dessous, parce que, pour des raisons bassement sociales, une fille non dotée, elle peut pas se marier, donc elle a deux solutions. Soit vous la faites rentrer dans mon monastère, mais il faut quand même payer le monastère, un minimum. Soit si elle se retrouve toute seule, en gros, je suis désolée, mais c'est un peu le trottoir, quoi. Donc, non, mais non, mais voilà, soit elle rentre dans un béguinage, soit elle fait le trottoir, enfin voilà. Donc, socialement parlant, c'est pas possible, vous êtes obligé de placer vos enfants. Et d'un point de vue, de toute façon, du droit médiéval, il y a ce qu'on appelle le droit aux aliments, qui est, le droit aux aliments, en fait, est impératif pour tous les enfants. C'est-à-dire que une fois que vous avez fait un enfant, en gros, qu'il soit naturel, légitime, on s'en fiche, vous devez impérativement le nourrir, l'élever et le mener dans la société jusqu'à ce qu'il soit en mesure de s'assumer lui-même. Donc ça, c'est la théorie. Enfin, c'est le droit, du moins. Moi, pendant que tu parlais, je réfléchissais en fait à des personnages, à des bâtards en fantasy en fait, et c'est vrai que c'est pas si courant. À part le fait, encore une fois, hein, si on élargit la focale sur des personnages qui sont des personnages marginaux, là il y en a plein en fait, voilà quoi. Et les premières héroïnes de fantasy, notamment dans les pulps américains des années 30, c'est, je pense par exemple à Gérald de Joiry et de Catherine Elmour, voilà, donc dans les années 30, voilà, ou à Red Sonja de Howard, puis après qui va être réinventé par les comics dans les années 70, ou Agnès de Chastillon par Howard en fait, hein, donc là il n'y a pas vraiment, que ce soit par exemple chez Agnès ou chez Gérald de Joiry, il n'y a pas vraiment une notion de bâtardise, mais c'est des femmes guerrières et elles sont généralement elles sont à la tête de leur fief, et parce que il y a l'histoire, genre il y avait pas d'enfants mâles, donc elles étaient là quoi. Donc en fait elles sont présentées quand même comme une forme d'anormalité, voilà, donc voilà, avec toujours cette idée, voilà, on met en avant des personnages qui sont des personnages marginaux quoi. Ça va ? Alors, c'est pas une bâtarde, mais dans le Trône de Fer, dans le tome 5, il y a tout un arc narratif autour de Sansa, qui prend l'identité de la bâtarde de Littlefinger, et qu'il essaye de marier, justement, de la marier bien haut, pas tout en haut non plus, mais assez haut, où ça pose difficulté, et où il est question d'une dot aussi qui est relativement importante pour faire passer la pilule. Et là aussi, il y a tout un enjeu autour du rejet de ce personnage et des identités, construction des identités dont on parlait dans un précédent podcast. Je vous y renvoie. Voilà, je fais la pub. Bien les amis, je pense qu'il est temps de conclure sur ce sujet. Je pense que nous avons bien déblatéré. Je vais vous donner le mot magique. Le mot magique sera donc bâtarde, à inscrire dans vos petits formulaires pour pouvoir gagner des livres. On est obligé de l'écrire dans nos prochains livres ou pas? Et ça c'est à voir. C'est à toi de le faire maintenant. C'est noté. Je précise donc, alors on a 3 exemplaires, hein, donc la dernière édition, la nouvelle édition de Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantasy, qui vient de paraître chez Libertalia. Donc si vous gagnez en fait, hein, vous aurez un exemplaire qui vous sera envoyé, un exemplaire dédicacé. Et on a un exemplaire des bâtards du premier tome des bâtards de Kosigan, alors pas dans l'édition de Memnos. Voilà. D'accord. Avec le portrait du bâtard. Voilà. Et avec Fabien qui enverra un petit mail si vous voulez, mais il ne pourra pas le dédicacer du coup. Bah si, je pourrais le dédicacer à quiconque viendra me voir en salon un de ces jours avec le livre. Merci à vous tous d'être venus sur le mur pour parler de tout cela. Et on a passé un bon moment. On espère que cet épisode vous aura plu, à ceux qui nous auront écoutés. Alors on ne se retrouvera pas le mois prochain puisque cet épisode sort en mai. Pour un nouveau podcast, mais on se laisse un petit peu de temps pour enregistrer une série de podcasts qui sera pour cet été, qui s'intitule Martine à la plage et qui pour le coup s'intéresse aux écrits de Martine qui ne sont pas le Trône de Fer. Voilà. Martine en tongue.
Exactement. Avec les bretelles, c'est du meilleur goût. Bah, merci beaucoup, en tout cas, à tous. Est-ce que certains d'entre vous ont des dans les mois qui viennent ou dans l'année qui vient? Ouais. Présent. Alors moi, j'abandonne momentanément le Moyen-Âge pour régler tous les problèmes de l'humanité au XXIe siècle. Donc dans un roman programme. d'anticipation qui tourne à la fin un peu à la science-fiction, puisque la fin se situe au XXIe siècle, donc ça commence à être un peu loin pour être de l'anticipation. Mais d'abord, on va régler la question climatique, on va régler le problème des guerres, on va régler le problème de la pauvreté, parce que vive l'utopie, il faut un peu d'utopie dans la vie, et voilà. Donc ça va sortir en juin, et ça s'appelle Terra Humanis. Et je vous le conseille, moi je l'ai lu, il est pas mal. Et pour les autres, bah, Winter is Coming, effectivement, de William, en reparution du coup. Ouais, une nouvelle édition avec une postface consacrée notamment aux usages de la fantaisie dans la guerre en Ukraine. Voilà, parce que sachez qu'il y en a. Voilà, donc usage politique hein, donc de la fantaisie. Et donc il y a ça. Il y a un bouquin auquel j'ai participé, dirigé par Anne Besson et Victor Batagion, qui s'appelle Moyen-Âge et fantaisie, qui va sortir, dans lequel il y a plein de gens sympas, comme Justine Breton, que vous avez déjà reçu. Mais oui, mais Fabien, tout à fait. Oui. Très bien. Mais oui. Mais oui, si je bête. Le monde Donc, est petit. voilà. Et, donc, Et on est partenaire de l'ouvrage aussi. La Garde de Nuit est partenaire de l'ouvrage. Ah bon, d'abord, alors, Eh oui. alors, ok, voilà, donc c'est formidable. Alors, Raison. Et bientôt, voilà, enfin, il y a plein. Moi, Il est partout, partout. Oui, c'est pas faux. Pas trop. Je suis partout, c'est pas trop mon truc, mais. Ça, j'ai dit, il est partout. Voilà, donc et en plus, je continue moi, à participer aux rééditions des œuvres, non pas de Martin, mais de William Morris, qui est un auteur de fantasy un grand auteur de fantasy que j'aime beaucoup, un auteur du 19e siècle, et toujours que ce soit aux Forges de Vulcain et aussi aux éditions Libertalia. Voilà. Fabien. Moi aussi, j'ai une nouvelle qui va paraître dans le recueil du festival Étrange Grande. C'est le festival qui a lieu en septembre voilà, en Lorraine. Et qui est un mix un peu entre l'univers de Kossighan et le thème du recueil qui porte sur les muses et qui est vraiment intéressant. Et donc là, c'est le côté 19e siècle qui va être développé autour de ces muses, de leur origine et de leur pouvoir, etc. Et ça, c'est bien sympa. Voilà, donc une petite nouvelle dans ce recueil. Marie-Lise, est-ce que tu as des actus, toi? Non, moi, la thèse est toujours en cours de publication. Voilà, c'est lent, mais ça avance progressivement. Je suis censée publier aux presses universitaires de Rennes. Il faut vraiment que je leur rende le manuscrit. Et bien sur ce, on espère que vous vous portez bien où vous soyez, où vous nous écoutiez. Le LOSO de la Garde de Nuit est disponible en description si vous souhaitez apporter votre petite contribution, votre petit bloc à notre mur de glace. Et en attendant, on vous dit à la prochaine, cette fois-ci sur la plage. Ciao ciao.